Mes chers étudiants, bonjour. C'est un réel plaisir d'être avec vous dans cette troisième vidéo qui porte sur la politique financière. Vous avez vu ce qu'on appelle la notion de mode de financement interne, mais aussi les coûts liés à ce financement interne. Dans cette troisième vidéo, nous tenterons de vous ressortir les différentes sources de financement externe. Il s'agit de l'emprunt indivise, de l'emprunt divise, mais aussi de l'emprunt par crédit bail. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre présence dans cette vidéo. Dans un premier temps, nous parlerons de ce qu'on appelle l'emprunt indivise. C'est quoi l'emprunt indivise? Et ici, on vous dit l'emprunt indivise est conclu entre une entité et un établissement bancaire. Cela explique quoi? De façon très simple, il faut comprendre que lorsque vous êtes dans une dynamique de l'emprunt indivise, l'entité est financée par une seule institution financière, c'est-à-dire un seul prêteur. Il s'agit d'un financement d'une entreprise à partir de ce qu'on appelle une banque, que vous allez rembourser progressivement plus les intérêts. Et ce qui fera l'objet de cette petite formule, l'annuité, c'est égal au remboursement d'une fraction du capital emprunté plus l'intérêt. Quand vous prenez l'annuité, vous entendez nuitée, ce qui signifie l'année. Il s'agit des sommes qui ont été versées au compte du prêteur et là, vous êtes obligé de rembourser une partie du capital, mais aussi vous serez obligé de rembourser ce qu'on appelle l'intérêt de ce capital. Dans la dynamique où l'entreprise a un projet d'investissement rentable, où on se retrouve avec une tension de trésorerie, il est important de faire recours à des établissements bancaires pour faire des levées. Si ce montant est estimé à 5 millions, cela signifie que 5 millions représentent votre montant emprunté auprès de l'unique institution financière. Et dans cette logique, nous allons créer une autre hypothèse en se faisant une idée que l'emprunt a une durée de vie de 5 ans. Si l'emprunt a une durée de vie de 5 ans et est amorti par amortissement constant, dans cette dynamique, chaque année, vous devez rembourser ce qu'on appelle 1 million. Il se peut, dans notre hypothèse, que le taux d'intérêt est de 10%, vous êtes obligé de payer l'intérêt généré par ces fonds qui sont estimés à 5 millions. 10% de 5 millions, ça fait 500 000 si je ne me trompe pas. Donc, cela signifie que l'annuité de la période, c'est égal au capital remboursé 1 million plus ce qu'on appelle l'intérêt, ce qui fait 1 million 500. Et le capital restant à la période est de 4 millions et l'intérêt sera calculé progressivement. Il est important de savoir que l'annuité, c'est la somme de ce qu'on appelle le montant remboursé plus l'intérêt qu'a produit le capital. Nous allons continuer avec le cours. Il est important de savoir qu'il y a trois types de remboursement. Il y a le remboursement par amortissement constant, il y a le remboursement par annuité constante, mais aussi il y a le remboursement infini. Il est important. Mais vous, en tant que futur financier, il est important, étant donné que nous sommes dans une dynamique de la politique financière, vous devez être à mesure de savoir, en tant que financier, quel type, en quelque sorte, de mode de remboursement vous devez opter. Ici, il est important. Amortissement constant, dans la dynamique où le projet d'investissement a une rentabilité constante. Annuité constante, amortissement constant plutôt, c'est dans la mesure où la rentabilité de l'entreprise est décroissante. Du projet d'investissement est décroissante. Amortissement par annuité constante, cela
est favorable dans la mesure où la rentabilité du projet, elle est constante. Et le dernier point, il est important de savoir que lorsque le projet d'investissement n'est pas rentable à ses premières périodes, jusqu'à la dernière période, il est important d'opter pour le mode de remboursement infini. Vous allez payer l'intérêt pendant les premières périodes et à la dernière période, vous allez payer ce qu'on appelle le capital emprunté. Il est important. Ah oui. Maintenant, première étape, l'établissement d'un tableau d'amortissement de l'emprunt. L'établissement d'un tableau de l'amortissement de l'emprunt est composé des éléments suivants. Il y a le montant emprunté qui est appelé le capital en début de période. Il y a le taux d'intérêt en question, taux d'endettement. Il y a l'amortissement de l'emprunt, la durée de l'emprunt, mais aussi l'annuité de l'emprunt. Et ici, nous allons commencer à partir du mode de remboursement constant. Il est important. Et quand vous prenez ce tableau, nous avons à peu près, le tableau est segmenté en 6 parties. La première partie, ça c'est la période, l'année. La deuxième partie, ça c'est le capital début de période. La troisième partie, ça c'est l'intérêt qu'a généré le capital de début de période. Et l'amortissement en quatrième position, l'annuité et le capital en fin de période. Mais comment déterminer ces différentes valeurs, l'intérêt, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Ici, quand vous prenez la première période, vous avez V0 qui représente le montant de l'emprunt. Vous devez calculer l'intérêt. Et quand vous avez le capital emprunté, vous pouvez multiplier la valeur empruntée par le taux, ce qui vous donne 1 fois I. Vous voyez? Et l'amortissement, puisque c'est constant, l'amortissement serait égal à la valeur empruntée divisée par la durée. Si c'est 5 millions divisé par 5, ce qui fait 1 million. Et ici, l'annuité. L'annuité, c'est la somme de l'intérêt plus ce qu'on appelle le remboursement. Le capital en fin de période est déterminé très facilement. Et là, vous allez faire tout simplement la différence entre le capital de début de période et ce qu'on appelle le montant remboursé. On veut tout simplement savoir, après l'exécution de la première année, qu'est-ce qui reste à payer vis-à-vis des établissements financiers. Et là, il faut prendre le capital de début de période plus ce que vous avez remboursé, ainsi de suite jusqu'à la fin. Après cette partie, nous allons déterminer l'emprunt par remboursement, par annuité constante. Ce sont les mêmes méthodologies avec le même schéma classique. Mais vous allez voir que les méthodes vont varier d'un point à un autre point. Il est important de vous rappeler à vos notions de mathématiques financières, plus précisément la notion d'annuité. Oui, il est important d'avoir l'esprit un peu sur ces cahiers de 2 ans passés pour pouvoir consolider les acquis en question et de mieux maîtriser les outils qu'on vous indique à travers cette formation. Il est important ici. Vous avez la première période. Vous avez V0 que nous avons déjà vu. L'intérêt, c'est égal à V0 fois I. Et là, l'annuité fait l'exception. Puisqu'on vous dit que l'annuité, elle est constante, il est important d'utiliser la formule de l'annuité pour déterminer V0. Et là, pour déterminer V0, on vous dit en question que la formule de V0, c'est égal à annuité, facteur de ce qu'on appelle 1 moins, facteur de 1 plus I à la puissance moins N. Vous allez déterminer ce qu'on appelle A. A va vous permettre, en faisant produit des moins égale produit des extrêmes, vous aurez V0 fois I. Le tout sur 1 moins 1 plus I à la puissance, ce qu'on appelle moins N. Et ici, l'amortissement, c'est quoi? L'annuité étant égale à la somme de l'amortissement plus les intérêts, on peut facilement déterminer l'amortissement. Et dans ce cadre, l'amortissement serait égal à l'annuité qui est constante, réduite de ce qu'on appelle l'intérêt. L'intérêt, il est important. Oui, il est important de connaître ça.
C'est très facile. Et nous allons faire le calcul de façon progressive. Et ici, l'annuité étant constante, la valeur que vous allez obtenir ici, c'est la même valeur qui sera enregistrée en deuxième période, en troisième période, quatrième période, jusqu'à la cinquième période. Il est important, oui, il est important. Et si vous avez aimé cette explication, je vous demande de faire le maximum de likes possible, de commentaires, de partage et n'oubliez pas surtout de cliquer sur la cloche de notification. Proposez cette vidéo à vos autres amis pour qu'ils puissent comprendre réellement la logique de la politique financière. Il est important. Nous allons voir la dernière partie. La dernière partie ici, c'est à peu près la même méthode. Mais ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Vous n'allez rien rembourser de la première année jusqu'à l'avant-dernière année. C'est à la dernière année que vous allez rembourser l'intégralité du capital. Mais de la première année à l'avant-dernière année, vous allez payer ce qu'on appelle l'intérêt produit par le capital en question. Cela signifie que si le montant emprunté est de 5 millions pour une durée de vie de 5 ans pour un taux d'intérêt de 10%, il est important de savoir que l'intérêt sera progressivement calculé sur 5 millions jusqu'à la fin. Oui, parce que vous ne remboursez rien. Mais avec l'autre cas, vous êtes obligé de rembourser progressivement. Il y aura une réduction de cette valeur. Mais dans cette logique, vous ne pouvez pas. Et ce mode de remboursement doit être effectué par un financier qui a une vision rationnelle. Dans la mesure où le financier travaille dans une société de production de vin. Parce que plus le vin dure dans la fermentation, plus le vin prend de la valeur. Donc, il n'est pas possible de faire un remboursement au début de période. Il est important de négocier avec les financiers que votre projet d'investissement commence à être rentable vers la fin de votre projet d'investissement. Il faut qu'ils comprennent cela. Si vous n'arrivez pas à faire le choix en fonction de la rentabilité des projets d'investissement en question, si vous vous endettez, vous allez conduire l'entreprise vers l'échec total qui s'expliquera peut-être par la faillite. Que Dieu vous en préserve de cette réalité. Soyez des bons financiers, mes chers étudiants. Comprenez la logique des choses. Analysez. Il faut être des bons analystes pour pouvoir faire un bon choix pour une meilleure politique financière. Et là, vous voyez, nous avons V0 qui continue toujours jusqu'à la dernière année. À la dernière année, vous payez V0. Il est important. Oui. Maintenant, nous allons déterminer ce qu'on appelle le coût de l'emprunt individu par les flux nets de trésorerie. Vous avez début de période, fin de période, jusqu'à la quatrième, cinquième période. Et là, le premier élément, c'est le montant emprunté. Pourquoi le montant emprunté en début de période? Parce que vous vous endettez pour financer un exercice, une activité. C'est pour cela que vous mettez ici avec le signe plus. Parce que lorsque vous avez l'emprunt dans votre main, ça contribue à enrichir l'entreprise parce que c'est l'entrée d'argent. Il est important. Oui, il faut connaître ça. On n'est pas obligé d'insister sur ça, mon cher ami. Bien. Ici, l'intérêt. Vous savez, quand vous devez payer l'intérêt en contrepartie d'une telle somme contractée, vous êtes obligé en quelque sorte de payer le fruit de ce placement. C'est pour cela que ça vient en diminution. Mais ça commence à partir de la première année, fin première année. Et ici, vous avez l'économie d'impôt sur l'intérêt. C'est ce qu'on appelle le montant de l'intérêt multiplié par le taux d'impôt, d'imposition. Et ici, vous avez les frais de dossier. Les frais de dossier viennent en diminution parce que les frais de dossier sont constitués lors de ce qu'on appelle la constitution ou la demande, plutôt la négociation, voilà, du fonds emprunté ou avant même en question. Vous avez l'économie d'impôt sur les frais de dossier. Vous avez ce qu'on appelle le remboursement. Ça aussi, ça vient en diminution parce qu'à la fin de chaque année, vous remboursez une partie. Et enfin, vous venez ce qu'on appelle au niveau du flux de trésorerie. Vous avez la somme ici A, vous avez B ici, vous avez C ici, vous avez D ici, vous avez E, vous voyez, F. Donc,
Pour déterminer le coût de l'emprunt, il faut déterminer ça à partir de ce qu'on appelle la méthode de l'interpolation linéaire. Et voilà l'équation qu'il faut. Vous voyez, A plus facteur de B facteur de 1 plus T à la puissance moins 1 plus C facteur de 1 plus T à la puissance moins 2 plus D facteur de 1 plus T à la puissance moins 3 plus E facteur de 1 plus T à la puissance moins 4 plus F facteur de 1 plus T à la puissance moins 5 égale à 0. Il est important. Donc, ce T-là est considéré comme le coût de l'emprunt. C'est ce qu'il faut déterminer à partir de l'interpolation linéaire. Comme remarque, il faut comprendre en absence des frais de dossier, le taux correspondant au taux d'emprunt net est T est égal à I facteur de 1 moins le taux. Il est important. Mesdames et messieurs, mes chers étudiants, ça a été un réel plaisir d'être suivi par vous pendant ces quelques minutes basées sur l'emprunt indivise qui est l'emprunt bancaire. À plus.